peut-on s'engager sans renoncer à la nuance quand le monde se polarise à l'extrême? Le militantisme peut-il échapper au dogmatisme quand on a l'impression qu'il n'y a plus que deux camps? Comment échapper au sectarisme et défendre ses idées, même radicales, sans être fanatique? Bonsoir Jean Birnbaum. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes journaliste, vous dirigez Le Monde des livres et vous publiez La force d'être juste. On sent tous que le débat devient dur, parfois violent et qu'il est parfois presque impossible, sauf entre nous bien sûr sur France Info, de se parler. Vous nous disiez dans votre dernier essai qu'il fallait du courage pour être nuancé, le courage de la nuance. Vous nous dites aujourd'hui avec ce nouveau livre qu'il faut de la force pour être juste. On en est là. Il faut de la force pour nommer le réel dans sa complexité, dans ses contradictions. Ça ne va plus de soi. Non, et en même temps c'est assez exaltant parce que c'est une période difficile. Tout ce qu'on a entendu là sur le plateau juste avant montre qu'il y a beaucoup de sources d'angoisse, mais en même temps c'est des périodes où justement on voit les gens qui se tiennent bien, qui se tiennent moins bien. Et c'est vrai que moi j'avais fait le courage de la nuance en me disant je vais essayer de faire un petit câlin mélancolique à tous les gens, toutes les femmes, tous les hommes qui en peuvent plus d'étouffer parmi les gens qui croient avoir absolument raison, selon la formule d'Albert Camus. Et donc je voulais juste donner de la force déjà à tous ceux qui essaient de, comme vous l'avez dit, de nommer le réel dans ses contradictions, dans sa complexité, qui refuse de décrire les choses ou le monde en noir et blanc, quitte à se foutre à dos les fanatiques de toutes les couleurs. Et après ce livre sur la nuance, j'avais rencontré beaucoup de gens, fait plein de rencontres dans des milieux extrêmement différents, socialement parlant, ethniquement parlant, enfin de tout point de vue, des jeunes, des moins jeunes, etc. Et j'avais rencontré plein de gens qui ont envie de ça, qui ont envie de tenir bon sur cette éthique de la nuance, mais qui se sentent souvent assez solitaires et en même temps, quelque part un peu solidaires entre eux. Et je me suis dit, je vais faire ce nouveau livre, non seulement pour leur donner de la force, mais pour leur dire, attention, ne croyez pas que quand vous avez ce courage de la nuance, vous êtes des tièdes, des mous, des gens qui se désengagent. Au contraire, vous avez la force d'un engagement lucide et on va le montrer. Oui. Il y a des gens qui sont radicalement engagés, mais juste Absolument, qui refusent. c'est pas du tout un livre contre la radicalité, c'est même pas un livre contre la révolte. Au contraire, vous les comprenez, ces jeunes, parce que c'est important. C'est un dialogue entre les générations. C'est aussi un livre sur la question de la transmission et l'impasse de la transmission quand on est parent aussi. Vous rencontrez dans un TER breton un jeune d'une vingtaine d'années. C'est un exalté, c'est un révolté par le monde. Et il vous aborde, parce que vous lisez un livre comme ceux-là, que vous avez ici hyper griffonné dans tous les sens. C'est les correspondances d'Orwell. Pourquoi c'est fondamental, ce dialogue? Et qui c'est, ce jeune? Encore aujourd'hui, je sais pas trop. Simplement, effectivement, j'étais là un peu comme un vieux avec mes grimoires, comme ça. J'avais tous mes bouquins. Moi, j'ai une façon très laborieuse de lire avec des couleurs, des petits zigouigouis dans les marges, etc. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Donc, on a discuté et j'ai trouvé tout de suite, comme beaucoup d'ailleurs de jeunes que je rencontre, parce que je fais plein de rencontres dans des lycées, des facs, et je trouvais qu'il avait une maturité, une force, une présence extrêmement impressionnante. C'est un jeune qui est breton d'origine. C'était un TER qui allait vers la Bretagne. Il rentrait voir ses parents. Il fait des études de cinéma à Paris et on a discuté de plein de choses et je trouvais que son discours sur le cinéma, sur la littérature, sur la vie en général était incroyablement subtil, en même temps assuré, solide, etc. Et à un moment donné, on s'est mis à parler politique. C'était juste au lendemain de la dissolution de l'Assemblée, du moment où tout le monde a eu peur que le RN arrive au pouvoir et du moment où il y a eu cette purge à la France Insoumise. Et là, on revient à votre début de plateau. Cette purge à la France Insoumise, on s'en souvient, les Alexis Corbière, Raquel Garrido, Clémentine Autain et quelques autres qui ont été poussés vers la sortie de leur parti, LFI. Vous lisez donc les chroniques d'Orwell, on est juste après la dissolution. Une scène en particulier vous donne envie d'écrire. On l'a retrouvée, cette scène, regardez, Olivier Besancenot, juin 2024, le soir du premier tour des élections législatives, le RN est aux portes du pouvoir. L'extrême droite, dans l'histoire, quand elle met la main sur l'appareil d'État, on sait quand elle commence à le prendre, on ne sait pas dans quel degré de barbarie ça se termine. Alors il faut faire front, ici et maintenant, résister à l'ère du temps. Et je terminerai là-dessus. C'est combattre cette ambiance politique qui est à gerber. C'est l'aberration orwellienne, pour ceux qui ont la référence de 1984 et de son livre, Le ministère de la vérité. Ce ministère du totalitarisme qui mélangeait les mots, tout et leur contraire. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. La force, c'est l'ignorance. Aujourd'hui,
Nous sommes en train de vivre cette séquence politique-là. La lutte continue. Ils ne passeront pas nos passaran. Voilà. Pourquoi elle vous fait bondir, cette scène, devant des insoumis qui viennent de purger les leurs? C'est pas que ça me fait bondir, mais c'est qu'effectivement, je me dis, oh là là, c'est quand même paradoxal. Olivier Besancenot, c'est quelqu'un qui est issu donc d'un courant trotskiste, donc anti-stalinien, communiste, mais anti-stalinien. Il a connu de très près des philosophes de son groupe qui s'appelait quelqu'un comme Daniel Ben Saïd, par exemple. Et donc, il est bien placé pour savoir que George Orwell, au moment où il écrit 1984, parce que c'est ce livre-là, son grand roman antitotalitaire, c'est ce livre-là que Besancenot cite. Mais c'est pas un livre qui dit no passaran. C'est un livre qui dit no passaran, oui, mais pas au fascisme, au stalinisme. C'est un livre dont le modèle de ce ministère de la vérité, le modèle de cette société totalitaire, pour Orwell, à ce moment-là, c'est la société stalinienne, déjà atroce à l'époque, déjà le goulag, déjà l'horreur de masse. Et donc, ce qui est paradoxal et un peu flippant, un peu triste, c'est qu'à ce moment-là, Olivier Besancenot convoque une référence anti-stalinienne, il la transforme en une référence strictement antifasciste et il le fait devant effectivement des élus ou des dirigeants de la France insoumise qui viennent d'utiliser, à leur petite échelle bien sûr, des méthodes d'épuration qui sont quand même issues plus ou moins en droite ligne de ce qui pouvait se passer au Parti communiste et donc à l'époque du stalinisme. Et alors dis-nous, cette scène, est-ce que ça veut dire que cette gauche-là, cette gauche extrême gauche ou cette gauche LFI, elle est tentée par l'autoritarisme? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de façon inconsciente ou consciente, parfois, on retrouve chez beaucoup de ces militants des gestes, des réflexes de triste mémoire. C'est-à-dire que cette espèce de petite chanson dont on connaît un peu ce qu'elle charrie. Attention, tu vas faire le jeu de. Voilà, tu vas faire le jeu de. Cette accusation, si tu dis ça, tu fais le jeu de. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu divises le mouvement, en fait, c'est cette idée que si tu veux être un camarade, tu dois être dans la ligne. Si tu mords la ligne, tu n'es plus un camarade. Tu viens semer la division. Tu viens donc faire le jeu de l'ennemi. Donc tu es un traître, voire un fasciste. Et on sait que la pente est très glissante et va très vite. Et on a vu on voit tous les jours ce que ça donne à nouveau aujourd'hui, non seulement à la France insoumise, mais un peu partout. Donc il y a une espèce de revival. Moi, j'appelle ça un stalinisme zombie dans mon livre, qui est assez triste parce que beaucoup de jeunes retrouvent ces réflexes sectaires, dogmatiques, un peu violents, d'épuration, un peu parano, etc. Ils ne savent pas toujours ce que ça charrie et se retrouvent, comme beaucoup de jeunes de l'époque, dans les années 30 ou ailleurs, ou à d'autres moments, à sacrifier la vérité sur l'autel de leur idéal, et donc en fait en dernière instance leur idéal aussi, parce qu'il n'y a pas d'idéal digne de ce nom qui sacrifie la vérité. Et on va revenir à un certain nombre de repères que vous convoquez. Laurent Geoffrin. Mais vous étiez, j'ai appris ça, vous étiez membre d'un parti un peu de ce genre-là qui était Lutte ouvrière. C'est pas grave, c'est de l'eau, c'est tout. Lutte ouvrière, ce qui m'a surpris, parce que c'est vraiment une secte, Lutte ouvrière. Oui, ils sont connus comme tels dans la gauche, quoi. Et d'ailleurs, oui, tout à fait. Alors moi, je peux pas du tout jouer à l'ancien combattant. J'ai pas vécu de grandes aventures, de choses très héroïques. C'était les années 90, il se passait pas grand-chose. J'avais 17 ans, mais je voulais parler de cette période-là parce que justement, dans ce dialogue avec ce jeune et avec la jeunesse en général et sur ces questionnements de radicalité, etc., je veux aussi dire, moi, je sais ce que c'est que les délices comme ça, de la mauvaise foi, de moments on s'échauffe, on sait très bien que ce qu'on dit est pas tout à fait juste, mais on veut absolument remporter le morceau et convaincre l'autre, etc., etc. Et donc, et puis par ailleurs, ce petit groupe, c'était justement, et c'est encore un petit groupe qui se réclame de l'anti-stalinisme, dont toute l'espérance d'origine était quand même de soustraire l'espérance socialiste et la justice sociale, l'espérance d'émancipation à l'horreur stalinienne. Et de fait, ce groupe-là, comme plein d'autres, malheureusement, et c'est une sorte de malédiction qui se renouvelle de génération en génération, a reproduit lui-même. Mais on en est là, vraiment, tendances, une forme d'espérance révolutionnaire à laquelle on sacrifie la vérité. On y est. Je ne sais pas en tout cas si c'est une espérance révolutionnaire. Parce que c'est ça qui a un peu donné les crimes du XXe siècle. Oui, mais je veux dire, moi je pense que effectivement, dès qu'on rentre dans ce truc qu'on voit sur les réseaux sociaux de façon caricaturale et permanente, et pas seulement à la France insoumise, dès qu'on rentre dans ce mécanisme que vous avez dit et décrit tout à l'heure très bien, de attention, si tu reconnais tel ou tel fait qui te dérange politiquement, si tu reconnais le réel tel qu'il est, tu vas faire le jeu de l'extrême droite, tu vas le faire le jeu du fascisme, donc tu es toi-même un traître, etc. C'est une pente extrêmement savonneuse. Et effectivement, je pense que ça peut donner des choses terribles et très violentes. Alors, vous faites l'éloge de plusieurs personnages, comme ça, le livre est fait avec ça. Alors, il y a Edgar Morin, il y a Victor Serge. Ce sont des gens qui ont
rompu au fond avec le Parti communiste sur la question des libertés principalement, et qui ont eu le courage d'aller contre le parti dont ils étaient membres et la cause qu'ils étaient censés défendre. Mais ce qui m'a gêné, moi, c'est que je connais un peu toute cette histoire, et celle d'Orwell, et celle de Morin, etc. Mais il y a un personnage que vous citez pas, parce que il aurait évité à tous ces gens-là de se tromper au départ. C'est Léon Blum. Pourquoi ? Parce que dès 1920, Léon Blum a fait un discours devant le grand parti socialiste, qui était à l'époque composé de futurs communistes, et qui a dit, voilà, si vous organisez le parti de cette manière-là, avec un noyau central et une discipline militaire, vous allez aboutir à la dictature. Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Vous allez aboutir à la dictature. Et les socialistes l'avaient compris donc, avant. Les socialistes français de Blum, en tout cas ceux de Blum et des amis de Blum, avaient vu ça avant même que ça se produise, quoi. Ouais. Et ceux dont vous parlez, vous, ils ont été aveuglés d'abord. Oui, mais c'est Et ils ont été suffisamment Mais lucides ils en sont pour- sortis. Parce que pour en justement, sortir. moi, si vous voulez, ce qui m'intéressait, c'était comme au moment où j'ai sorti Le courage de la nuance, on disait, mais la nuance, c'est un truc de loser, de mou, de tiède, de gens qui militent pas. Quand on est dans le combat, on peut pas être dans la nuance. Donc je me suis dit, je vais faire un livre où je vais prendre des gens qui sont pas des gens qui passent pour des réformistes ou des modérés comme Léon Blum. Je vais prendre des gens qui se sont battus parfois les armes à la main, comme George Orwell au moment de la guerre d'Espagne. Parfois qui ont fait de la prison, comme Victor Serge, vous l'avez cité, un anarchiste. Et je vais Je veux prendre dire, des gens... Orwell, il n'avait jamais été communiste. Hein. Il avait jamais été Il communiste. était socialiste, Orwell. Et d'ailleurs, Victor Serge non plus. Il était anarchiste, puis il rejoint les bolcheviks pour faire la révolution. Mais justement, je devrais prendre cet exemple. Moi, tous les gens que je Il y a cite... toujours une guerre des gauches quelque part qui Mais pointe. oui, depuis qu'il y a de la gauche, il y a de la guerre des Depuis gauches. 1920, bien sûr. C'est vrai. Moi, je la prends même guerre. des gens, si vous voulez, qui tous donc ont été engagés radicalement pour la justice sociale, pour l'anticolonialisme, des choses comme ça, et qui tous, à un moment donné, se sont retrouvés accusés d'être traîtres ou des fascistes, simplement parce qu'ils disaient la vérité à leurs camarades. Alors, on va prendre des exemples. Voilà. David Rousset, de retour des camps nazis, il est militant trotskiste. Il publie en 1946 l'univers concentrationnaire sur les crimes du communisme. Il veut mobiliser. Il a cette idée de mobiliser les anciens déportés pour créer une sorte de commission d'enquête. Et là, dans son propre camp, la gauche, encore elle, c'est le mur. Et il est obligé de se tourner vers la presse de droite. Expliquez-nous. Mais oui, je suis très heureux que vous citiez cet exemple. C'est un peu un de mes chouchous du livre. David Rousset, c'est quelqu'un qui a grandi dans un milieu protestant, modeste, qui ensuite est devenu un jeune étudiant socialiste, qui est de plus en plus révolté par le monde tel qu'il est, qui devient trotskiste. Il fait partie du tout petit noyau des trotskistes français fondateurs. Il est déporté ensuite pour fait de résistance dans un camp nazi à Buchenwald. Et quand il est libéré, il reste un anti-stalinien, il reste quelqu'un qui est critique du régime de Staline. Et donc, il se dit, tiens, je vais demander... Commission d'enquête sur le goulag. Oui, mais demander à des anciens camarades, à ses camarades à lui des rescapés des camps nazis, d'enquêter sur les camps soviétiques. Et là, effectivement, tout le monde lui ferme la porte, tous ses camarades rompent avec lui, et il se retrouve où ? À la une du Figaro littéraire. C'est-à-dire que lui, ce trotskiste qui a fondé la 4e internationale avec Léon Trotsky, se retrouve dans le Figaro littéraire. Et là, qu'est-ce qui se passe ? CQFD, tout le monde lui tombe dessus. Tu fais le jeu 2 et même l'humanité, etc. Il faut voir ce que c'était que le PC à l'époque. C'est un parti gigantesque. Et donc, on dit, ce journaliste notoirement hitlérien. Voilà, on parle de David Rousset, déporté dans un camp nazi, militant trotskiste, qui était à Buchenwald. On dit, ce journaliste en fait, la France insoumise n'a rien hitlérien. inventé. Le Parti communiste était bien pire, même. Ils utilisaient des insultes extrêmement violentes. Les vipères lubriques, etc. Voilà. Je voudrais que vous disiez un mot de Bernanos Yann... aussi. Je sais à quel point il vous tient à cœur, cet auteur qui fait partie un peu de votre panthéon. Pourquoi il faudrait le relire aujourd'hui ? Parce que Bernanos, justement, alors là, on est de l'autre côté. Pour avoir la force d'être juste, justement. Pour moi, c'est une sorte de modèle, effectivement. Georges Bernanos, c'est un grand écrivain catholique qui serait classé aujourd'hui, dans toute sa jeunesse, à l'extrême droite. C'était un militant maurassien, d'Action française, qui cassait la gueule des militants de gauche avec sa canne plombée sur les Champs-Élysées dans les années... totalement élevé dans la culture antisémite. Hitler a défiguré l'antisémitisme. Déshonoré, ouais. Déshonoré, ouais. Et puis, il se retrouve en Espagne pour des raisons financières, parce qu'il n'a pas un centime. Donc, il a emmené sa famille en Espagne, parce que c'était plus facile de vivre là-bas. Et il est en Espagne au moment où le coup d'État du général Franco advient. Et donc, au début, il est plutôt sympathisant. Il se dit, voilà, des gens qui vont remettre l'Église au poste de commandement, qui vont chasser les communistes, les anarchistes, etc. Et puis, au bout d'un moment, il voit que ce qui se passe sous ses yeux, c'est des crimes épouvantables
qui se réclame de ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire sa foi de catholique. Et il dit « Je ne veux pas que ma foi de catholique soit déshonorée, soit défigurée par ces crimes ». Donc il se retourne contre son propre camp et il se retrouve, comme tous mes héros, absolument tout seul, puisqu'il est beaucoup trop à droite pour être accepté par la gauche. Et c'est un traître aux yeux de la droite et de l'extrême droite. Il est tout seul, mais comme il le dit, qui se redresse se voit seul d'un seul coup, mais au moins il s'est redressé. Oui. En fait, c'est l'antitotalitarisme que vous voulez remettre au goût du jour, mais pas celui forcément de Raymond Aron, post-guerre froide, même si voilà, on connaît, on sait ce que l'on doit à Raymond Aron, mais celui qui précède même la Deuxième Guerre mondiale, celui qui voyait les choses très très tôt, y compris au sein de la gauche. Aujourd'hui, vous dites, ce mot d'antitotalitaire, il est négatif, il fait réac, c'est ça ? Ben oui, maintenant, quand tu dis antitotalitaire, tout le monde, en tout cas, beaucoup de gens à gauche lèvent les yeux au ciel. On oublie que ce mot et ce mouvement, il a été inventé par des gens qui eux-mêmes tenaient à leur espérance d'émancipation, une espérance souvent antifasciste, etc., mais qui ne voulaient pas qu'elle soit défigurée à nouveau par le stalinisme. Et donc, c'est tous ces gens, comme Raymond Aron, que vous avez cité, au départ, c'est un jeune socialiste. Simplement, il revient d'Allemagne tétanisé, il a vu vraiment le nazisme en Allemagne émerger et triompher sous ses yeux. Et quand il revient, il dit « Je veux bien me battre contre le nazisme, mais je veux aussi me battre quand même contre le stalinisme ». C'est ça, être un antitotalitaire. C'est refuser de laisser son combat être défiguré par le mensonge et le crime. Est-ce que vous voyez des personnages équivalents aujourd'hui qui ont joué... Voilà, oui. Mais c'était la même question. Ah bon ben voilà. Qui sont les Victor Serge aujourd'hui Vous voulez, je vais vous donner un petit exemple. Les Simone Veil, avec un W, je sais la pas, mais vous philosophe. savez, tous ces gens-là, sur le moment, n'étaient pas très connus. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous parler de certains militants de Besançon. Oui, des militants de Besançon qui ne sont pas encore des vedettes, qui ne le seront peut-être jamais. Mais vous savez, il y a quelque temps, il y a des militants de Besançon, des militants de gauche, locaux, qui ont dit « Attention, nous sommes des militants pro-palestiniens et nous supportons très mal que le porte-parole de la flottille pour la France, celui qui coordonne la flottille pour Gaza pour les Français, soit quelqu'un qui multiplie les tweets homophobes, antisémites, qui est un nationaliste hyper violent, qui retweet des trucs d'extrême droite, etc. » Pendant des mois, ils n'ont pas été du tout écoutés. Ces gens-là refusaient que leur combat soit incarné par cet homme dont ils condamnaient totalement les idées. Et on leur a dit, en gros, attention, il ne faut pas parler de ça, vous faites le jeu 2, à nouveau vous faites le jeu 2. Bon, bah, ces gens-là, ils ont tenu jusqu'au bout, la personne a été expulsée, et Mediapart, l'UMA, Street Press ont fait des papiers là-dessus. Pour moi, c'est ça, en quelque part, être antitotalitaire. Je tiens à mes idées, et j'y tiens tellement que je refuse qu'elles soient déshonorées par des gens qui les... L'ironie dans tout ça, c'est qu'un Jean-Luc Mélenchon, c'est un très grand lecteur d'un Victor Serge, par exemple. Il est passé par le trotskisme, lui aussi. Comment vous expliquez cette évolution ? J'en sais rien. C'est un grand mystère. Effectivement, c'est presque un des motifs de tristesse de ce livre, parce qu'il n'y a pas que des motifs de tristesse, c'est plutôt un livre, je pense, positif et enthousiaste. Mais c'est vrai que c'est comme s'il y avait une malédiction. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon est sans doute une des rares figures politiques de premier plan aujourd'hui à avoir lu quelqu'un comme Victor Serge et d'autres personnages, d'autres héros de mon livre. Et pourtant, il n'est pas le dernier en ce moment à faire proliférer et à répandre ce que j'appelle le stalinisme zombie. Oui, donc ça, c'est comme s'il y a une malédiction. C'est pas parce qu'on a lu tout ça. D'ailleurs, des copains à moi m'ont dit, Jean, tu vois bien que on aura beau lire tous les textes que tu nous demandes de lire, c'est pas pour ça qu'on arrivera à se soustraire. Il y a aussi une partie du trotskisme, parce que les trotskistes ont été héroïques dans leur lutte contre le stalinisme, mais quand on regarde bien leur doctrine et leur action quand ils étaient au pouvoir, donc en URSS, ils avaient un côté extrêmement répressif, intolérant et sectaire. Hein. Il y a, dans tout le mouvement trotskiste, il y a cet aspect des choses. Ce sont des léninistes, quand même. Léninistes, c'est-à-dire qu'ils sont pour l'organisation militaire du parti, la pensée unique, le socialisme scientifique. Et quand on lit le livre de Trotsky qui s'appelle « Leur morale et la nôtre », on sort épouvanté, parce qu'il n'y a pas de morale, en fait. C'est le cynisme complet. Dès lors qu'on va dans le sens du parti, on peut utiliser toutes les méthodes qu'on veut. Oui, c'est la fameuse métaphore, vous savez, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je cite un grand antitotalitaire, un écrivain qui s'appelait Panatistrati, qui dit « Bon, je vois les œufs cassés, mais je ne vois pas votre omelette. » Le 7 octobre et la guerre à Gaza, dans le débat intellectuel, à l'université, dans les médias, rien ne sera plus comme avant, vous pensez ? Ça a cassé, vous disiez tout à l'heure, même si on a lu ces antitotalitaires, ces intellectuels, rien ne change. À quoi correspond cette date-là et la guerre qui a suivi ? C'est une rupture profonde dont on n'a pas fini de subir l'onde de choc ?
C'est-à-dire que c'est une fois de plus une espèce d'accélération de cette polarisation dont je parle dans mes livres. C'est effectivement là le campisme, l'idée que chacun doit être rivé à un camp. Quand on voit ce qui est arrivé à Delphine Orwiller, quand elle a juste dit on a peut-être tardé un peu à décrire les choses, etc. Enfin, elle a fait un texte qui était quand même assez mesuré. On a vu comment de tous les côtés elle s'est fait tomber dessus, traiter de traître et de tout ce qu'on veut. On voit qu'effectivement aujourd'hui avoir une position comme celle des héros de mon livre, c'est-à-dire une position où on se tient sur la corde raide et on refuse absolument de se laisser assigner à un camp et d'être rattrapé par telle ou telle meute, c'est une position qui est extrêmement violente. Et la question, c'est où est-ce que cette position pourra encore être entendue ? Et la transmission, alors, parce que c'est un dialogue avec la jeunesse. Vous savez très bien qu'elle se construit contre ses aînés, la jeunesse, et c'est d'ailleurs heureux. Comment on fait pour garder un fil de dialogue sur ces sujets ? Mais je pense qu'en fait, la vérité, c'est que je trouve qu'il est tout à fait possible de le garder. Moi, ce livre a une forme de naïveté un peu pathétique et en même temps, j'espère, hardie. C'est-à-dire que j'y crois à la transmission. Et effectivement, je pense que quand on est père, quand on est mère ou quand on est simplement dans la vie, on voit bien que la transmission, ça échappe. Mais alors les réseaux sociaux, du clash, de la polarisation. Oui, mais justement, mais c'est comme s'il y avait une espèce il y a deux mondes différents. Vous voyez, moi, je trouve que partout où je vais, dans les lycées, etc., je vois toujours une jeunesse. Même quand elle est très tendue, quand elle est très engagée, très en colère, il y a 1000 raisons d'être en colère aujourd'hui. Je vois souvent une jeunesse qui a quand même envie de discuter, qui a quand même envie de confrontation, envie d'entendre. Et je trouve que c'est un peu les réseaux sociaux et parfois même les plateaux de télé, etc., sont un peu décalés par rapport à ce qu'on voit dans le réel des discussions. Moi, je pense qu'il y a une sorte de fraternité souterraine de la nuance, quelles que soient les générations. Et pour le moment, cette fraternité souterraine n'a pas beaucoup de partis pour la représenter, mais j'espère que ça viendra. Et d'un mot, on a beaucoup parlé des États-Unis dans toutes les politiques ce soir. La réélection de Donald Trump, c'est aussi la faute de la gauche pour vous ? Si elle avait été plus justement nuancée en tout cas, et juste... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les gens que je cite dans mon livre sont des gens qui disaient « Attendez, vous me dites que je fais le jeu de l'extrême droite, mais qui fait vraiment le jeu de l'extrême droite ? Est-ce que c'est des gens comme moi qui veulent balayer devant leur porte et dire les problèmes qu'il y a à gauche, parfois les crimes et les mensonges de son propre camp ? Ou est-ce que c'est vous qui pensez qu'il faut mentir, qu'il faut tout escamoter, etc. » Quelqu'un comme Orwell était convaincu qu'on faisait avancer l'extrême droite, quelqu'un comme David Rousset également. Et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui sur les campus américains se mordent les doigts de ne pas avoir plus eu le courage de la nuance et la force d'être juste en admettant les failles, les contradictions, parfois les problèmes de rapport à la vérité qu'il pouvait y avoir dans leur propre camp. La force d'être juste, c'est fini. C'est fini, j'avais une chose importante à dire. Vous avez 2 secondes, 10 secondes. Non, il y a un effet d'optique, parce qu'effectivement, on critique le PC, on critique la France insoumise, on oublie que la majorité des gens de gauche ne sont pas de ce côté-là. La majorité des gens de gauche ne sont ni à la France insoumise. Allez, c'est le social-démocrate, une fois de plus, qui s'exprime. C'est Léon Blum qui a le dernier mot. Allez, la force d'être juste, changer le monde sans refaire les mêmes erreurs, vous l'avez compris, c'est quand même le récit d'un optimiste que vous restez, Jean Birnbaum, c'est-à-dire chez Flammarion.